On va continuer nos échanges sur cette thématique avec nos autres invités que je vais accueillir maintenant. Nathalie Diniz, Benoît Lallemand, Christine Cabon et Alexis Berger. Au pas de course, Benoît Lallemand. Merci à tous les quatre d'être là avec nous ce matin. Nathalie Diniz, vous êtes directrice générale adjointe commerce France TV Pub. On va rappeler, même si vous le savez, que France Télévisions, pardon, j'ai un petit problème de voilà, est l'un des deux diffuseurs des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le seul en clair. Est-ce qu'on a déjà une idée, et je sais que oui, Nathalie, des contenus innovants pour l'année prochaine pour les Jeux Olympiques et Paralympiques? Absolument. Je crois qu'on a un petit film avant, un clip. Si vous le souhaitez, un peu dans l'ambiance parce qu'on peut le regarder tout de suite. Sport et des Jeux Olympiques, mais c'est mieux avec des images. Et on discute juste après. Mon pays Paris, toujours, mon cœur est ravi. Pour Paris 2024 avec France Télévisions. Moi, je pense que si on diffuse ce clip avant la prochaine étude de Publicis Sport, les chiffres montent. Ah ouais, je pense aussi, en tout cas, vous étiez très beau à regarder, très concentré. Oui, effectivement, donc comme vous le disiez, France Télévisions sera le diffuseur exclusif en clair de Paris 2024 et des JO paralympiques évidemment. C'est vrai qu'on est pleinement engagé dans la réussite des Jeux. Tout à l'heure on l'évoquait, c'est vrai que la BBC avait joué un rôle majeur dans la réussite des JO de Londres et France Télévisions évidemment aura une place centrale. On a parlé tout à l'heure du prix des places pour les JO. Si j'étais un peu provocatrice, je dirais qu'on n'a pas besoin d'acheter des places parce que France Télévisions est là pour ça, puisqu'on a notre mission, c'est de faire entrer les JO dans tous les foyers français où qu'ils se trouvent, quel que soit le niveau social. Et ça, effectivement, c'est absolument clé dans ce qu'on va pouvoir apporter l'année prochaine au moment de la compétition. Alors c'est vrai, nous, on travaille sur les Jeux Olympiques depuis plusieurs années, hein, j'ai envie de dire depuis 3 ans, à proprement parler, ça fait vraiment partie de notre quotidien. Et c'est vrai que quand on a commencé à rencontrer les partenaires pour évoquer le sujet des Jeux Olympiques, il y avait un élément qui m'avait beaucoup frappé. Ils m'ont tous dit, l'avant JO, et c'est aussi important que le pendant les Jeux Olympiques. Et c'est vrai que nous, chez France Télévisions, on a très rapidement, dès 2019 aussi, fait de la place dans nos grilles de programmation pour des programmes qui allaient traiter du sujet. On a eu une très jolie intervention des triathlètes au démarrage de la matinée. Et on a notamment en 2019 mis en place un programme court que vous connaissez peut-être qui s'appelle Destination 2024. Il y a la 5e saison qui arrivera au mois de septembre où justement l'idée c'était sur des horaires de prime time de faire des portraits de ces athlètes et de voir comment ils se préparaient pour la qualification aux Jeux Olympiques et y venir raconter finalement leur œuvre olympique. En 2021, on a travaillé aussi sur une série, une web-série qu'on a diffusée sur France TV Slash. France TV Slash, c'est la verticale digitale du groupe France Télévisions qui s'adresse aux millennials. Et on était dans la matrice du sport français, on était à l'INSEP et on a été suivre pendant 2 saisons les champions, les talents français autour de ces événements. Et puis l'année dernière, on a lancé notre page aussi dédiée à Paris 2024 sur la plateforme France.tv, qui est un site qui permet aujourd'hui d'agréger tous les contenus qui sont produits par toutes les équipes de France Télévisions autour des Jeux Olympiques. Et puis là, on est au J-1 an et là, on va encore accélérer. On a un super prime qui arrive pour le J-1 an sur France 2 et puis on a une nouvelle émission qui va démarrer là, au courant du mois de juillet
qui est une case qui va prendre la case de Plus belle la vie. Donc ça témoigne aussi de l'ambition de France Télévisions, qui veut donner les cases de plus forte écoute aux Jeux Olympiques. Donc c'est un nouveau magazine qui va être présenté par Carole Gessler et qui s'appelle Aux Jeux citoyens. Et donc ça va démarrer dans les prochaines semaines et ça va nous accompagner jusqu'au JO. Et puis en parallèle, on aura aussi de plus en plus des programmes courts à l'antenne qui vont revenir sur les images des précédentes Olympiades et des portraits d'athlètes. On va aussi beaucoup travailler sur des formats digitaux, avec notamment des vidéos, des tutos, pour aussi expliquer aux jeunes générations les règles, notamment des nouvelles disciplines qui arrivent. Alors, aux anciennes générations, hein, les règles du breakdance, les nouvelles générations, elles sont au top. Hein. Peut-être aussi, et on s'adresse ça aussi aux anciennes, parce que nous, on est les services publics, on s'adresse à tous. Voilà un peu pour les différents formats qu'on est en train de mettre en œuvre. Et puis ensuite, donc les compétitions en direct sur France 2, France 3 et une chaîne dédiée. Absolument. Effectivement, en termes vous faites bien de le rappeler, effectivement, on va avoir évidemment une couverture hors norme de l'événement avec 3 chaînes, France 2, France 3 sur le linéaire, une chaîne digitale commentée, éditorialisée par des journalistes, évidemment. Donc les Français ne manqueront rien de ces Jeux Olympiques sur nos antennes. Alors avant cela, on le voit ici, hein, il y aura d'autres événements. Il y en a un assez formidable d'ailleurs en ce moment avec le Tour de France. On en parlait tout à l'heure, c'est un univers plus propice, le sport, à innover justement, à créer des programmes un peu différents sur des supports différents. Évidemment, je pense que c'est effectivement la thématique du sport est probablement le meilleur terrain pour, sans mauvais jeu de mots, pour pouvoir innover. Alors l'innovation, elle se fait à plusieurs échelles. D'abord au niveau éditorial, puisque avec le multiflux notamment, on le met en place pendant Roland-Garros, on le mettra en place notamment pour les Paralympiques, où finalement l'internaute aura la capacité de choisir sa propre programmation. Donc ça, évidemment, c'est une promesse très forte qui va venir compléter finalement l'expérience de la télé linéaire. Il y a évidemment le plateau. Je pense que vous avez tous en mémoire le magnifique plateau en réalité augmentée, réalité virtuelle des précédentes Olympiades, notamment à Tokyo, où Laurent Luyat et les intervenants étaient embarqués dans une bulle avec des images de Pékin et de Tokyo qui est absolument formidable. Imaginez 2024 avec les images de la Ville Lumière à Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire où sera le plateau ? Alors 2024. Nous aurons plusieurs plateaux, absolument. Alors sans tout dévoiler, on aura au moins 3 plateaux à Paris, évidemment dans le 15e, dans la maison France Télévisions. On en aura un également au Trocadéro et un 3e également au Village Olympique. Voilà, donc effectivement, on sera partout pour faire vivre cet événement absolument unique à nos concitoyens. Donc l'innovation, elle est aussi, et là je vais prendre plus ma casquette régie publicitaire, au niveau aussi commercial, sur notre capacité aussi à proposer aux marques des opérations spéciales de grande envergure. Je vais vous donner 2 exemples. On va travailler notamment avec le festival Rock en scène, qui fait d'ailleurs partie du programme des Olympiades culturelles. Le Rock en scène sera également diffusé sur les antennes de France Télévisions. Ce sera le seul festival qui aura lieu à Paris entre les JO et les Paralympiques. Et on a déjà imaginé sur site un endroit où les festivaliers et les personnalités pourront venir tester, s'initier à des sports paralympiques. Évidemment, cet espace fera l'objet de captations, de vidéos que nous diffusons sur les réseaux sociaux et sur les différentes plateformes, et notamment la plateforme France.tv. Et puis également, un autre exemple en termes d'opérations spéciales, c'est on va travailler avec un YouTuber qui s'appelle Florian Dubois, qui a créé une chaîne qui s'appelle De Nuit avec. Et donc l'idée, c'est d'aller en immersion avec un para-athlète pour découvrir son quotidien, la façon dont il s'entraîne, comment il récupère, les interactions avec sa famille. Donc là aussi, évidemment, sur ces 2 opérations spéciales, nous allons embarquer les marques partenaires des Jeux Olympiques. Et puis, c'est aussi pour nous une formidable opportunité, la commercialisation des Jeux Olympiques, sur la partie publicitaire, aussi d'innover en termes d'automatisation et de plateformisation de l'accès à nos offres. Donc on va commercialiser l'ensemble de nos offres publicitaires sur l'espace classique, sur la télé, sur le sponsoring, mais également sur le digital, sur notre plateforme propriétaire qui s'appelle AdSpace et qui est extrêmement bien aujourd'hui identifiée de la part des agences médias. Voilà, je crois que j'ai dit déjà pas mal de choses sur notre capacité à innover autour des JO. Sur cet événement à la maison. Benoît Lallemand, directeur du pôle sport du Parisien. Le sport au Parisien sont 30 journalistes.
C'est ça. Et c'est avec eux, évidemment, que votre titre veut être le journal de référence des Jeux de Paris, Jeux olympiques et paralympiques. Alors, comment vous allez procéder? Oui, bonjour. Alors, c'est effectivement avec les 30 reporters du service des sports, mais pas qu'avec eux, parce que les Jeux olympiques qui ont déjà commencé, ils ont commencé depuis 7 ans, j'ai envie de dire, et ça fait 7 ans qu'on couvre les Jeux olympiques et leur préparation. Mais les Jeux olympiques, c'est évidemment du sport, c'est évidemment du sport de compétition dans les stades, mais c'est aussi tout ce qui va se passer autour. C'est aussi la manière dont ça impacte le quotidien des Franciliens et des Français. Aujourd'hui, comment ça va les impacter pendant les Jeux, ce qui va se passer dans Paris, dans les fan zones, un peu partout. Et puis, ce qu'il en restera, ce qu'on appelle l'héritage. Il y aura quelques sites, mais il y aura aussi, on l'espère, beaucoup la place du sport dans la société, à l'école. Voilà, c'est tout ça que le Parisien raconte et veut raconter. Donc, il y a les 30 journalistes du service des sports, mais toute la rédaction. Une rédaction, de la rédaction, au global. et on peut dire qu'au moment des Jeux, allez, plus de la moitié de la rédaction, c'est-à-dire que 200 journalistes travailleront sur la couverture de tout ce qui se passe en France sur les Jeux olympiques. Et c'est important, on ne s'appelle pas Le Parisien pour rien. Voilà, et il y a tous les jours, aujourd'hui, entre 2 et 3 papiers sur les Jeux olympiques. Alors, et paralympiques? Et paralympiques, oui, parce que aujourd'hui, il n'y a pas de différence. On parle des Jeux. Alors, on dit souvent par un raccourci Jeux olympiques, mais on traite des Jeux olympiques et paralympiques. Il y a un peu de sport, mais beaucoup du reste, parce que on peut voir. Il y a effectivement des chantiers à droite, à gauche. Il y a des questions qu'on se pose. J'ai entendu tout à l'heure que les places étaient chères. Je m'inscris en faux, c'est pas cher. C'est pas plus cher que les autres Jeux olympiques. C'est juste un spectacle qui a lieu une fois tous les 4 ans et une fois tous les 100 ans en France. Et ce discours des places chères, on l'entend pas pour les concerts, par exemple. Pourquoi? Parce que le sport n'est pas considéré à sa juste valeur. Et c'est une des choses pour lesquelles, je pense, il faut qu'on explique, il faut qu'on Bon, il faut refaire des papiers du coup, parce que il y a encore 2-3 messages à passer. Français à ce que sont les Jeux, à ce qu'est le sport. Et il y a plein de moyens de participer aux Jeux olympiques. Il y a effectivement dans les tribunes, on peut être volontaire, on peut volontaire du COJO, volontaire d'autres choses. Donc on peut travailler, il y a des emplois, et le premier supplément de notre Parisien olympique il y a quelques mois était sur les plus de 50 000 emplois générés par les Jeux, et c'est un peu ça la mission du Parisien. Alors on évoquait les formats il y a quelques instants. Là aussi, nouveau contenu que vous allez développer? Alors oui, tout à fait. On a créé notre marque, le Parisien olympique, qui se décline avec un site dédié, avec une newsletter, avec des suppléments print tous les mois et demi, et le rythme va s'accélérer. Et puis tout ça va se développer à partir du J-1 an. On va dire que on rentrera à partir du 26 juillet 2023 dans une phase encore plus accélérée des Jeux, voilà, avec des formats innovants, et puis avec une mobilisation de la rédaction unique et exceptionnelle. Et c'est peut-être ça aussi l'héritage des Jeux pour les médias, c'est de traiter d'un événement exceptionnel, d'une manière exceptionnelle. Et ça veut dire que l'ensemble de la rédaction doit se mobiliser et doit apprendre à travailler ensemble. Et doit se former à des formats nouveaux, parce que quand on est un journaliste de presse écrite, on ne sait pas forcément faire de la vidéo, du podcast, etc. Alors, on doit se former. Alors, ça fait un moment qu'on doit se former, parce que c'est un univers qui bouge beaucoup. Mais effectivement, là, c'est multi-support. Donc, il y a un journal papier, et c'est important, parce que ça reste un élément fort. Mais il y a du numérique, il y a de la vidéo, il y a du podcast, il y a tout ça. Et c'est tous ces formats-là qu'on doit développer et inventer jusqu'au jeu, avec à l'esprit l'idée que ça perdure après les Jeux. Alexis Berger, vous êtes manager Paris 2024 pour Orange. Orange qui est l'un des sponsors les plus importants du sport français depuis longtemps, et qui est donc la partenaire des Jeux. En quoi va-t-il consister ce partenariat? Alors je vais faire attention parce que j'ai des camarades partenaires, donc je vais dire qu'on est très important, mais on n'est pas les seuls. Évidemment. En fait, on a une expérience des grands événements en France. Alors le pays, ces derniers 20 ans, je crois qu'on est le seul pays à avoir tout reçu. FIFA, UEFA, Coupe du Monde de rugby, Grand Chelem, Tour de France tous les ans, et maintenant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et Orange a eu la chance
d'être partenaire, de fournir les services de connectivité à chaque fois. Et pour nous, en fait, Paris 2024, avant de parler de l'histoire qu'on va raconter au grand public, qu'on va faire vivre au grand public, parce qu'il y a d'autres moyens de participer aux Jeux Olympiques, on peut même être athlète, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est déjà de livrer ces Jeux Olympiques. Alors il faut savoir, Orange a eu l'honneur de connecter tous ces grands événements dont je vous parlais, et même pour nous, les Jeux Olympiques, c'est l'Everest des télécoms, comme dit notre directrice générale. Je donne juste un exemple, qu'on prenait la Coupe du Monde de foot de la FIFA, qui est le deuxième événement le plus grand au monde. C'est une 60aine de matchs sur 30 jours à peu près, et au plus fort de l'action, vous avez 2 matchs. Les Jeux Olympiques, c'est 878 événements sur 2 fois 15 jours, avec plus de 120 sites officiels. Il va falloir connecter tout ça. Donc nous, notre première responsabilité, c'est que ça marche. D'accompagner Paris 2024 pour être sûr, parce qu'aujourd'hui, sans connectivité, c'est pas qu'on peut pas assister, c'est qu'il ne peut plus y avoir d'épreuves. Donc vraiment, nous, le côté innovation et créativité, elle a été comment on crée un événement aussi grand. Il va falloir inventer de nouvelles méthodes de travail. On parlait de préparation, nos équipes, où il y a plus de 1000 techniciens par an qui seront à plein temps. Ils ont une formation pendant 2 ans avant pour apprendre au niveau gestion des émotions, gestion de l'organisation, gestion d'un lieu. C'est des nouveaux métiers, des responsables de site. On n'avait pas ça comme ça. Donc on a vraiment innové dans la préparation. Puis il y a aussi l'accompagnement de l'événement, parce que Paris 2024 a une très belle ambition, même plusieurs ambitions. On parle de responsabilité, on parle d'inclusion, on parle d'ouvrir les jeux en grand. Et on est directement concerné. Donc nous, la créativité, elle est là aussi. Ce sont les nouveaux services. Il y en a qu'on ne verra pas. C'est par exemple, tout le monde qui a été sur un événement connaît le talkie-walkie des équipes techniques. Ça n'existera plus sur Paris 2024. On va inventer une solution qui s'appelle le push-to-talk, qui va permettre d'aller au-delà des problèmes de congestion, de sécurité, ainsi de suite. Mais on parlait aussi d'inclusion. Donc la solution technique pour nous, c'est comment on fait en sorte que tout le monde puisse participer. Il faut comprendre les règles. On parlait des règles de breaking tout à l'heure. On a développé tout un univers de start-up, un écosystème. On va accompagner. On aura alors quelques exemples. On va avoir une solution qui va aider, grâce à un chatbot, à comprendre les règles du jeu. Parce que c'est magnifique le rugby au stade, mais il y a des moments où on a du mal à comprendre où est le ballon et ce qui se passe. Le chatbot va vous aider. On parlait d'inclusion. Pour les personnes qui côtoient des malvoyants, on peut être fan de foot, être au stade, avoir cette énergie, mais ne pas assister au match. On travaille avec une start-up, pareil, qui s'appelle Touch Souci, pour avoir une tablette, pour voir le match avec les yeux, mais l'entendre avec ses propres oreilles. Donc on a tous ces services qui sont pour l'inclusion, pour la réalisation de l'événement. Et puis un dernier point, parce que je parle pour mes collègues et camarades dans les médias, Paris 2024 a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est ouvrir les gens en grand. On va avoir la ville comme stade. C'est la première fois, c'est superbe, mais c'est aussi très contraignant. Montrer des images de la cérémonie d'ouverture sur la scène, pour un photographe, pour qu'il l'envoie en direct à sa régie, ça va être... On va tirer un paquet de câbles Alors on va sur les tirer un canons. paquet de câbles, mais on va aussi en recycler, parce que c'est important. On est en train d'inventer un nouveau standard d'événement, donc on peut pas se permettre d'être en retard. Donc on innove là-dessus, mais la 5G notamment va aider les photographes, comme j'en vois dans la salle, pour envoyer leurs photos en direct, quasi live, à leur régie. Les caméras sur les drones, notamment, grâce à la 5G, avec quasi aucune latence, pourront vous donner des images de la Marina de Marseille qu'on n'aura jamais vues. Donc il y a tout ça. Et dernier point pour vous dire, nous les JO, c'est aussi comme les sportifs, les préparations, parce que ce dont je vous parle, ça a déjà lieu. Il y a des test events là entre juin et septembre qui ont lieu. Certains sont diffusés en médias, d'autres sont des test events d'événements officiels ou moins officiels, où on est pris comme les sportifs dans nos événements de préparation. On commence à se préparer avec cela. Créativité technologique, on l'a bien entendu, c'est votre cœur de métier. Mais en termes de communication, on entendait les règles contraignantes tout à l'heure. Communication, campagne publicitaire, comment vous fonctionnez, comment vous allez travailler là dans les mois qui viennent, et notamment pendant la période des Jeux. Alors là, je vais reprendre des propos qui ont été dits avant moi, donc c'est assez facile. On croit vraiment, comme beaucoup de nos amis annonceurs, que les Jeux Olympiques, ça se gagne avant. Pendant, on va tous profiter de la passion, mais on va être écrasé par beaucoup de marques. Il y a plus d'une trentaine de marques officielles, des marques qui sont là depuis plus de 100 ans, pour certaines. On va être écrasé par le bruit, par le sport, par la passion. Donc déjà, il faut travailler en amont. Évidemment, on aura des campagnes comme tous les grands annonceurs, parce qu'il faut faire savoir ce qu'on fait. Mais on croit beaucoup chez Orange à l'expérience, à l'émotion. Le sport, c'est ça, c'est une rencontre entre des athlètes, un public, des émotions. Et dans l'histoire d'Orange et du sponsoring, on a toujours été dans mettre le fan au cœur de l'action. Donc vous avez des images de ce que je suis en train de raconter. De tout temps, à l'Euro 2016, on demandait aux fans d'illuminer la Tour Eiffel, de choisir la couleur que leur est le soir. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations, on n'élit pas le meilleur joueur, mais on élit le meilleur fan.
Au Parc des Princes, à chaque match de Ligue 1, à la mi-temps, vous avez des fans qui vont sur la pelouse pour jouer avec Orange. Et on s'est dit comment innover, comment aller plus loin, comment accompagner Paris 2024. Et le marathon pour tous est apparu comme une solution incroyable. C'est l'innovation. Nous, on espère que quand on repensera à Paris dans 30 ans, on se rappellera de la cérémonie d'ouverture qui va être extraordinaire et du fait que le marathon pour tous aura été la première épreuve où le grand public, 2 fois 20 000 personnes, vont pouvoir dire « je vais vivre ce que vit un athlète ». Et on va mettre l'athlète au cœur. Et nous, vraiment, l'idée, c'est de faire vivre cette passion en vous mettant dans vos baskets, sur le bitume. Et ce qui est très beau dans cette histoire, surtout, c'est qu'elle peut être racontée en amont. Elle va avoir lieu pendant les Jeux Olympiques et ça va être une fête sublime. Mais surtout, pendant 4 ans, on raconte cette histoire, on aide le grand public à arriver, à se préparer, puis à avoir un des précieux sésames, un dossard gagner un dossard pour participer Là, au vous avez marathon des des images, Jeux. de l'Orange Night Run qui a eu lieu il y a quelques semaines. C'était un laboratoire à ciel ouvert pour nous. On a fait tout ce qu'on promet sur les Jeux Olympiques en un événement. C'est le public au cœur de l'action, c'est la passion, c'est les personnes qui courent pour participer à Paris 2024, mais c'est aussi le côté responsable. Certains ont gagné leur dossard en ramenant des téléphones à recycler. C'est un programme qu'on a depuis des années. On s'est dit, on va encourager. Pour la petite histoire d'ailleurs, comme quoi les petites histoires font les grands récits, l'équipe vainqueur a ramené quand même, ils étaient 5, ils ont ramené 2700 téléphones. On fait une vraie campagne auprès de tout le monde, mais la petite histoire, c'est que le chef d'équipe qui nous a ramené les portables a oublié le sien dans le taxi en arrivant. Parmi les 2700. Vous voyez, c'est tout, c'est la technique, c'est le recyclage des moyens, c'est l'inclusion. Vous aviez des personnes malvoyantes, des personnes en fauteuil, donc on a vraiment voulu cet événement comme un symbole de tout ce que fait Orange depuis déjà plus de 20 ans dans le sport. Merci beaucoup pour ce témoignage. Christine Cabon, merci d'être avec nous aujourd'hui, directrice communication de P&G, P&G Grooming France Benelux, Procter & Gamble, qui s'appelle donc P&G maintenant, le groupe des marques Gillette, notamment Vénus, Braun, groupe partenaire mondial des Jeux Olympiques depuis un petit moment aussi, depuis les Jeux de Londres 2012. Rappelez-nous juste un petit peu, quand Monsieur Gillette a créé l'entreprise, quelle était sa philosophie? Alors, bonjour à tous et à tous, merci pour l'invitation. Oui, on trouvait intéressant en fait de faire intervenir Gillette à cette conférence sur le sport marketing parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, le sport marketing n'a pas forcément été inventé par des équipementiers sportifs, mais par Monsieur Kingsley Gillette, qui portait bien son nom de King, ou plutôt son prénom. Au début du XXe siècle aux États-Unis, en fait, ils vendaient des rasoirs. À l'époque, il y avait 3000 marques de rasoirs aux États-Unis, donc autant dire que pour émerger en publicité, c'était pas forcément évident. Et lui, en fait, l'intuition qu'il a eue, il a eu beaucoup d'intuitions sur le business model, etc. Mais en tout cas, une de ses fortes intuitions, c'était de se dire comment parler aux hommes. Et ça, c'était déjà à l'époque un petit challenge. On sait que targeter les hommes, c'est plus compliqué de targeter les femmes, c'est encore vrai aujourd'hui. Et il s'est dit, finalement, je vais essayer d'associer ma marque, en fait, à un univers qui est pas évident du tout pour un rasoir, mais qui va être l'univers sportif. Il a commencé à mettre des panneaux publicitaires sur les stades de baseball. Il a signé les premiers contrats de partenariat avec des athlètes. Et il a lancé les premiers programmes sportifs, d'abord en radio, à la télé. Il y avait une opération qui s'appelait Cavalcade of Sport, qui a duré plus de 30 ans, qui a accompagné le passage de la radio à la télévision aux États-Unis. Et en fait, c'est devenu une sorte de d'ADN pour nous, que de s'associer au sport. Et voilà. Et donc, petit miracle, le groupe Procter & Gamble, qui était peut-être moins associé au sport, a signé un partenariat mondial avec les JO en 2012, mondial d'abord au Canada et ensuite mondial à Londres. Et on a signé jusqu'à 2028, donc jusqu'à Los Angeles. Et voilà, donc on est parti pour une nouvelle édition. Et alors, ce qui fait évidemment la beauté de cette édition, c'est que nous, on est une entreprise américaine, donc vous êtes beaucoup d'entreprises françaises ici. Nous, d'habitude, on est une filiale, donc on est un peu les seconds couteaux, on va dire, par rapport aux États-Unis, par exemple, en Angleterre. Mais là, vous êtes sur le devant de la scène. Ici, donc voilà, on nous regarde beaucoup. Un mot des marques Gillette et Braun qui sont, vous l'avez dit, plutôt destinées à des hommes. Et pourtant, on se souvient de ces campagnes au moment des Jeux Olympiques où on voulait toucher les femmes par l'intermédiaire des mamans des sportifs. Oui, tout à fait. Alors, la complexité qu'on a eue, qu'on a toujours d'ailleurs, c'est que tout le monde connaît les marques du groupe Procter & Gamble, donc Gillette, Braun, mais aussi Ariel, Pampers, Monsieur Propre, Always. On est sur des catégories qui sont tellement différentes que peu de gens savent qu'il y a un seul groupe derrière. Par contre, personne ne connaît P&G. Donc, quand on a signé les JO, forcément, il fallait faire connaître
le lien entre ces différentes marques. C'est des marques aussi qui sont pas nécessairement dans le milieu sportif. Ce sont des marques qui sont achetées, comme le rappelait le directeur d'Intermarché, par des femmes essentiellement. C'est encore les femmes qui font les courses. Les stéréotypes ont la vie dure malheureusement. Et donc on a choisi une opération qui s'appelait Thank You Mom, qui était assez originale et créative, de se dire derrière chaque athlète, homme ou femme d'ailleurs, il y a des parents. Et surtout des mamans qui ont fait toutes les tâches un peu compliquées de nettoyer les vêtements après un entraînement, d'accompagner leurs enfants en compétition, etc. Et on a fédéré en fait toutes nos marques. Et en fait, c'est un message qui a vraiment très très bien résonné. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui avons versé une petite larme en voyant les publicités. Je pense aussi que tout le monde, parents, se réfère assez bien à tous les efforts qu'il faut faire pour que les enfants fassent du sport. Et puis c'était aussi assez universel, donc ça nous permettait de mettre beaucoup d'athlètes en fait en scène dans ces publicités avec toutes nos filiales prioritaires d'Asie ou des États-Unis notamment. Vous l'avez dit, les Jeux en France, vous êtes au cœur de la machine. Est-ce que la créativité s'en trouve décuplée dans vos messages? Alors la créativité, on va dire que l'avenir le dira sur cette année. Alors comme tout le monde ici, tout le monde a commencé il y a relativement longtemps. Hein, ça fait à peu près 1 an ou 2 que la filiale est sur les starting blocks pour lancer l'opération. Alors on pense créativité, mais on pense aussi efficacité. C'est vrai que nous on est sur des formats publicitaires assez courts, donc on peut pas forcément se permettre d'avoir les films aspirationnels de Puma qui nous ont été montrés tout à l'heure. Donc on va essayer d'être créatif sur les formats impartis, 20 secondes, 30 secondes, réseaux sociaux notamment. Et ce qui est intéressant aussi, je pense que c'est une grosse évolution entre notamment Londres et maintenant, c'est que les formats évoluent beaucoup et notamment on va être beaucoup sur du live, sur les réseaux sociaux, sur des influenceurs qu'on va amener au village, etc. Et ça, je pense qu'on va beaucoup apprendre limite sur place, notamment en termes de validation, etc. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de choses qui vont quand même avoir lieu pendant les Jeux également. Et ça, c'est peut-être une nouveauté que nous amène la technologie. Voilà. Alexis Berger, tout à l'heure, on a parlé du cadre assez particulier de la communication pendant cette période olympique, alors pendant le moment de la trêve, mais même aujourd'hui, hein, sur l'utilisation des anneaux, etc. Comment vous appréhendez, vous, ces contraintes ? Appréhender, c'est le bon mot. Non, mais c'est vrai que c'est un moment. Alors déjà, dans tous les événements, il y a toujours beaucoup de règles, mais là, les Jeux Olympiques, tout est plus grand. Hein, on l'a dit tout à l'heure, les règles sont plus complexes, les acteurs sont plus complexes, il y a plus de pression. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment un travail en amont. Nous, l'histoire qu'on va raconter en amont, faut qu'elle corresponde à l'histoire du groupe, et c'est ça en fait qui pour nous fera la différence. Il y a les formats, faut sortir du lot quand même, faut être innovant, mais il faut raconter une histoire cohérente pour être entendu. Et donc, nous, quand on insiste sur ce côté mettre au cœur de l'action, c'est parce qu'on s'est reconnu dans cette valeur de Paris 2024, qu'on s'est reconnu dans le marathon pour tous, et qu'on pense qu'on sera plus audible du public. Après, c'est surtout faire ressentir quelque chose. Donc parfois, ça va être le rire. On voyait tout à l'heure, je crois que c'est la fourmi qui nous disait ça. Mais ça va être l'émotion, ça va vous mettre au cœur de l'action. Et donc pour nous, c'est ça en fait le gros challenge, c'est de réussir à faire vivre une expérience. Et le marathon pour tous, encore une fois, c'est cette idée-là. C'est de vous mettre au cœur de l'action. Et nous, on a décidé de pas faire de la publicité à tout va tout le temps dessus. On a créé un compte Instagram @teamorangerunning pour justement accompagner, mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. On a des anciens sportifs notamment, des personnalités qui en font partie et qui vont vivre la même galère, si je puis dire, de se lever le dimanche matin pour aller courir alors qu'on est sorti la veille, qu'on est fatigué. On va vivre ensemble ces émotions et c'est vraiment le vécu qui est important. Nathalie Dini, je vous redonne la parole sur les contenus. On dit que les contenus doivent être innovants. Est-ce que c'est aussi une opportunité justement pour les marques de s'associer à une chaîne qui détient les droits en exclusivité, en tout cas en clair? Effectivement, d'autant plus sur les JO, parce on vient de le dire, c'est extrêmement normé. C'est quand même le seul événement sportif d'ampleur dans lequel les marques partenaires ne sont pas présentes dans l'enceinte des stades. C'est comme une forte originalité. Donc c'est vrai qu'un des seuls moyens pour les marques de faire vivre leur partenariat, ça passe aussi évidemment par de la visibilité média. Donc évidemment, en tant que régie publicitaire de France Télévisions, donc du diffuseur, on a un rôle clé. On accompagne les marques et on construit en permanence avec eux. On interagit quasiment quotidiennement. Donc nous, il faut bien savoir qu'on est un peu la pierre angulaire de tout un maillage, à la fois les ayants droit d'un événement sportif,
l'équipe des sports de France Télévisions, l'équipe de Laurent et Éric Lelay, l'éditorial, et évidemment les partenaires annonceurs. Et c'est ensemble qu'on réfléchit, qu'on construit les dispositifs. On travaille évidemment beaucoup sur l'amont, on l'a dit, je crois que ça c'est une des idées fortes de cette matinée, c'est que l'amont est extrêmement important. Donc on a commencé déjà les premières activations des partenariats sur nos antennes linéaires, mais également sur le digital. Et puis ça va évidemment s'accélérer avec la montée en charge vers juillet 2024. Ce qui est extrêmement important aussi, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on est en capacité d'adresser tous les types de problématiques, à la fois des choses très classiques comme le spot d'un spot télé, la diffusion d'un spot télé ou du billboard d'événements ou du digital, mais également évidemment de co-construire avec nos équipes créatives du sur-mesure, du brand content, des web-séries, des programmes courts, pour justement vraiment venir nourrir chaque asset et chaque particularité de chaque partenaire. Tous ces programmes sont brandés, ont une marque associée. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a énormément d'appétence autour des JO, énormément. On travaille avec, je sais pas, probablement une vingtaine de marques sur le sujet. Il y a aussi un élément qui est très spécifique au JO de Paris, c'est qu'on travaille beaucoup aujourd'hui essentiellement avec les marques partenaires. Évidemment, il y aura probablement de l'embouche marketing à un moment donné, mais aujourd'hui, en tout cas, les équipes, elles sont dédiées à la collaboration et à l'accompagnement des partenaires officiels de l'événement. Et effectivement, nous, on a une place aussi très particulière parce qu'on est détenteur des droits des images des JO. Et donc ça, c'est évidemment extrêmement clé. Donc on peut les exploiter avec les marques. On peut utiliser la marque Paris 2024 et c'est ce qu'on va faire notamment pour je parlais tout à l'heure de la soirée événementielle pour le J-1 an. Tout au long de la journée, on va diffuser des écrans publicitaires qui vont être thématisés avec le logo Paris 2024 dans lequel on va héberger les marques partenaires. Donc là aussi, en termes d'émergence pour nourrir le partenariat, c'est un bon moyen de le faire sur des carrefours d'audience et avec les assets de Paris 2024, le logo et Paris 2024. Donc ça, c'est absolument clé. Et effectivement, c'est aussi le groupe France Télévisions, nous sommes les seuls à pouvoir permettre ce type d'accompagnement et d'aller aussi loin dans l'histoire. Benoît Lallemand, dans les innovations, il y a une nouveauté du côté du Parisien, c'est ce partenariat qui est signé avec l'INSEP. On en parlait tout à l'heure avec France Télévisions. À quoi il va vous servir ce partenariat-là ? On a réfléchi un peu à la meilleure manière de raconter la préparation des Jeux et d'accompagner les athlètes, puisque c'est eux qui seront au cœur des Jeux Olympiques dans les mois qui précèdent. Et on s'est dit qu'il y avait un endroit qui était plutôt pas mal pour ça, c'est l'INSEP, c'est au cœur de Paris, au cœur du Bois de Vincennes, dans Paris. C'est la maison des athlètes, c'est là qu'il y a les 60% des médailles où des futurs médaillés se préparent et ils se préparent à leur carrière de sportif, mais aussi à leur future vie d'hommes et de femmes. Et donc, on s'est dit que pour bien raconter tout ce qui se passait à l'INSEP, à la fois l'entraînement, mais tout le reste, le meilleur moyen, c'était d'y être souvent. Et donc, on a décidé de signer un partenariat pour raconter au quotidien et au plus près de leur intimité la vie des athlètes qui se préparent aux Jeux. Avec des accès supplémentaires, parce que l'INSEP est quand même un lieu ouvert pour n'importe quel média. Alors oui, avec des accès supplémentaires, avec l'idée aussi de co-construire des formats, que ça soit le quotidien des athlètes, mais pour les Jeux, des infographies sur le geste, de la technique, ouais. Et puis de tout ce qui est l'accompagnement médical, psychologique, voilà, tout ce qui va faire la force des athlètes français, on l'espère, parce que les Jeux seront réussis si les athlètes français réussissent. Alors les athlètes, Christine Cabon, vous en accompagnez un certain nombre, donc Kevin Mayer, on va écouter ce que nous dit Kevin Mayer de son lien avec ses sponsors et on en reparle juste après. Il est vrai que quand on parle de sponsor, tout le monde pense à l'aspect économique, financier de l'athlète. Et c'est un très bon matelas pour être sûr de soi, pour être sûr que si on arrête sa carrière, on a assez d'argent pour pouvoir reprendre ses études si on a coupé pour tout mettre dans l'athlétisme, etc. Donc c'est un soutien indéfinissable, mais c'est aussi un partage de passion. Parce que un partenariat, c'est du donnant-donnant. Il m'apporte, mais je leur apporte aussi. Et quand je sens que mon partenaire n'est pas à fond dans le décathlon, j'ai du mal. Et en général, c'est pas le cas. En général, je leur fais découvrir le décathlon si je sens qu'ils rentrent dedans. On partage une histoire. Bien sûr qu'il y a l'aspect financier à côté, etc. Mais il y a aussi une histoire, on crée des liens. Et je pense que ça nous permet de grandir, puisqu'il y a énormément de similitudes entre le décathlon et la vie en entreprise. Et je pense qu'ils m'apportent énormément comme je leur apporte énormément.
Des propos recueillis par Bruno Fraioli, qui fait aussi JRI à ses heures perdues. Christine, rassurez-moi, vous êtes à fond dans le décathlon? Oui, j'allais justement dire que ma passion a certaines limites quand même. Je suis incapable d'enchaîner les 10 disciplines. Non, blague à part. Oui, en fait, la manière dont on orchestre souvent le sport marketing, quand même chez Procter, ce sont les athlètes. Donc, on va en avoir signé à la fois de manière institutionnelle au niveau du groupe, Clarisse Agbenenou et Alexis Anquincan pour la partie paralympique. Et puis ensuite, il y a une grande liberté laissée aux marques pour choisir des partenaires. Et ce qui est rigolo avec Gillette, c'est qu'on est très habitué à avoir des sportifs. Ça va beaucoup varier. Donc, je sais pas, en Inde, ça va être des joueurs de cricket dont vous ne connaissez pas le nom. Aux États-Unis, ça va être la NFL. Et en Europe, souvent, c'était du foot. Et en fait, les JO, ça nous permet aussi d'aller explorer des nouveaux territoires. Et on a approché Kevin il y a déjà plusieurs années. Ça fait plusieurs années qu'on collabore avec lui. On a mis en scène aussi non seulement alors voilà, du produit. Hein. Nous, on est très produit. Donc, on va d'ailleurs avoir des éditions limitées JO sur plusieurs de nos marques. Donc, ça, c'est très, très sympa parce que ça va permettre aussi de faire vivre sur le point de vente le partenariat. Et donc, voilà, on s'est approché de Kevin. Pourquoi? Parce que l'athlétisme, c'est vraiment, je dirais, la discipline historique, voire antique de l'olympisme. Le décathlon, pour nous, c'était vraiment l'espèce de torture test de l'athlétisme, tellement il faut être bon partout et que la moindre faille fait qu'on perd. Il est assez extraordinaire. Et puis, là aussi, maintenant, on va pas regarder uniquement la performance des athlètes, on va regarder leurs valeurs. Il est hyper impliqué dans le partage de sa passion pour le décathlon. Il organise régulièrement des événements pour les jeunes, etc., auxquels on s'associera. Donc, en fait, voilà, il y avait une espèce de match parfait avec... Ouais, le donnant-donnant dont il nous parlait tout à l'heure. Alors, Kevin Mayer, quand même une figure assez connue, mais vous accompagnez des sportifs qui sont un petit peu moins connus. Vous avez évoqué Alexis Anquincan, malgré un gros palmarès pour ce sportif paralympique, mais également, plus récemment, Mélanie Jésus dos Santos, la gymnaste, grand espoir, elle aussi, de médaille l'année prochaine. Alors, pourquoi ce choix? Oui, alors sur Vénus, on a un peu moins de sous. Hein. Moi, je suis très honnête dans cette conférence, donc on n'a pas la chance de pouvoir avoir des égéries locales très régulièrement. Cette année, c'est le cas, et en fait, sur Vénus, on est une marque qui a beaucoup évolué en termes de communication. On est passé des mannequins sur une plage absolument toute parfaite à des valeurs d'inclusivité, des vraies femmes, la confiance en soi, la confiance en son corps, etc. La gym, c'est une discipline où le corps est vraiment mis à mal, où il faut se montrer, voilà. Et on a été assez séduits par Mélanie. On l'a approchée, elle vit aux États-Unis, elle a fait des choix aussi de vie assez forts pour son entraînement. Et voilà, donc on est fiers du partenariat. On a fait le shooting et on va commencer à collaborer ensemble dans les jours qui viennent. Je rebondis sur ce que vous avez dit pour débuter. Les budgets sont pas les mêmes. Ça veut dire que une Mélanie coûte moins cher qu'un Kevin. Oui, je pense que tout le monde dans cette salle le sait. Il y a pas de surprise Mais ça fait le lien avec ce que nous disait Alexia Barrier tout à l'heure sur l'investissement auprès des sportives en l'occurrence. Ouais, tout à fait. Qui existe, mais qui est parfois un peu moindre. Voilà, et je pense qu'une des thématiques aussi, c'est le paralympisme. Parce que là, on est encore dans une autre dimension. On a fait le choix sur Braun de travailler avec donc Alexis, qui est aussi le partenaire de PNJ, et Gladys Lemoussu, qui est une paratriathlète. Et c'était super intéressant de travailler avec elle, parce qu'en fait, tous ses partenaires historiques sont des partenaires locaux en Vendée, beaucoup de partenaires institutionnels, beaucoup de communication interne avec les salariés. Et là, nous, on l'a choisi pour mettre en avant nos produits, pour être dans un shooting beauté. Et voilà, c'est un choix aussi pour faire évoluer la marque. Et donc voilà, tout l'enjeu pour moi, c'est aussi d'avoir une bonne balance entre les athlètes paralympiques, les différents sports. Voilà. Merci beaucoup, Gaëlle. Je voulais juste rapidement, très rapidement l'intervention. Pourquoi je tenais vraiment beaucoup à avoir Gillette sur ce plateau, parce que je trouve qu'il y a un partenariat win-win qui est vraiment gagnant-gagnant, on va dire, qui est vraiment parfait, puisque vous l'avez dit, vous allez aussi chercher des athlètes qui sont peut-être un petit peu moins connus, et finalement vous prenez les valeurs du sport et vous mettez en avant aussi un athlète avec vos publicités qui va permettre lui aussi de gagner en visibilité et d'attractivité peut-être avec d'autres marques. Voilà, c'était simplement ma réflexion.
le choix gagnant de Christine Cabou sur cette table ronde. Pour terminer, avec Benoît, on l'a dit sur France Télé, le coup d'envoi des Jeux 26 juillet avec ce J-1 an, c'est un peu le cas aussi dans le Parisien. On va franchir une étape, un cahier spécial dès cette année, ou faut attendre un petit peu? Alors, je pense que ça va être le cas dans tous les médias. Hein. Ouais. Le rendez-vous le 26 juillet et même les jours précédents pour le Parisien, une semaine olympique. Avec voilà des formats assez spectaculaires. Il n'y aura pas de cahier spécial parce que finalement presque tout le Parisien sera spécial et olympique. Et c'est un peu voilà l'idée qu'on veut infuser. Ça sera pareil pendant les Jeux. Pas de cahier spécial, mais un Parisien complètement consacré aux Jeux. Dernière petite question d'ordre d'organisation. Quand on part sur une Coupe du Monde de foot, sur des Jeux Olympiques à l'autre bout du monde, on emmène sa rédaction, on vit en bulle, etc. Là, ça complique la chose d'organiser les Jeux à la maison et de devoir gérer finalement les équipes qui sont comme au quotidien chez elles, sans vrai point de repère, d'ancrage. Alors c'est un vrai défi. Je pense que c'est la même chose pour toutes les rédactions. Et là, on est en plein dans la réflexion de comment on s'organise, comment on va s'organiser. Alors, on s'organise pour les semaines et les mois d'avant en créant une cellule qui est aujourd'hui un peu réduite et puis qui va grandir au fil des jours et des semaines. Et puis avec l'organisation pendant les Jeux, on va dire pendant l'été, avec des anticipations à avoir, hein, puisque ça veut dire qu'on peut pas prendre les vacances pendant l'été et que qu'est-ce qui va se passer après les Jeux, parce qu'il y aura un Parisien, il y aura France Télé, il y aura tous les médias le lendemain des Jeux continueront à exister et il faudra des gens pour le faire. Donc ça s'anticipe. Et puis il y a effectivement comment faire vivre la rédaction olympique pendant les Jeux, hôtel, pas hôtel. Est-ce qu'on recrée une bulle à Paris avec la rédaction? C'est plutôt vers ça qu'on se dirige. Sachant que après les gens qui veulent rentrer chez eux évidemment rentreront chez eux, mais c'est compliqué, enfin pour en avoir vécu quelques-uns, et je suis pas le seul ici, mais d'être à la fois dans la bulle olympique et à la maison. Voilà, donc peut-être que le plus simple c'est effectivement de rester dans la bulle olympique, sachant que la bulle olympique sera énorme parce qu'il faut pas oublier tout ce qui va se passer autour des stades. Merci beaucoup, merci à tous les quatre de nous avoir partagé ces expériences et cet avant-goût des Jeux Olympiques et Paralympiques.